Bonjour à tous et bienvenue au JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto de la semaine. Et aujourd'hui, le premier sujet abordé sera celui des suites du piratage de Bybit qui ont finalement été à peine ressenties par le marché. Car contrairement à FTX, Bybit disposait de suffisamment d'argent en réserve pour régler rapidement ce genre de défaillance. Et la preuve, c'est qu'ils ont déjà remboursé certains des prêts effectués la semaine dernière pour reconstituer immédiatement leurs réserves d'Ether. C'est par exemple le cas de celui effectué par BitGet d'un montant de 40 000 Ethers qui sont d'ores et déjà repartis chez BitGet. 3 jours après le piratage, Bybit avait déjà en sa possession suffisamment d'Ether pour affirmer pouvoir publier prochainement une preuve de réserve adéquate. En parallèle, le FBI a lancé un appel à tous les propriétaires de validateurs réseau, de services DeFi et tous autres participants susceptibles d'aider en leur demandant de faire le nécessaire pour blacklister les adresses liées à ce piratage. Et les adresses en question sont très nombreuses. Le FBI en a identifié 51, mais Elliptic estime qu'il y en a plus de 11 000 qui sont suspectes. Quant à Chainalysis, la plus connue des sociétés spécialisées dans les enquêtes crypto, elle en a profité pour publier un petit rapport très intéressant qui explique un peu la méthodologie des pirates nord-coréens pour blanchir ces fonds et qui montre à quel point la toile d'araignée on-chain qu'ils ont tissée part dans tous les sens. En tout cas, le marché en général s'est vite remis des événements liés à Bybit. Quand on dézoome, la seule trace de l'événement qu'il reste sur les graphiques, c'est ce petit tressautement au milieu d'une tendance baissière préexistante et qui est minuscule par rapport à la chute qui a eu lieu cette semaine. En effet, les prix ont fini par baisser violemment pour des raisons qui n'ont rien à voir, comme les chiffres de l'inflation aux États-Unis ou les menaces de droits de douane de Donald Trump. Tout comme les autres marchés spéculatifs, la crypto a souffert. Le prix du Bitcoin est passé de 95 000 à 80 000 $ en 4 jours, et on a vu l'indicateur Fear and Greed du marché crypto descendre jusqu'à 10. Une valeur que l'on n'avait pas vue depuis 3 ans qui indique que nous avons peut-être déjà touché le fond, ou au moins que nous nous en approchons. C'est probablement pour cette raison que malgré la chute que l'on vient de voir, le PDG de la bourse de Stuttgart estime qu'à moyen terme, l'idée que le prix du Bitcoin puisse atteindre les 500 000 $ n'est pas complètement irréaliste. Ce n'est pas exactement une prophétie avec garantie de remboursement si vous n'êtes pas satisfait, mais ça laisse penser qu'il doit y en avoir quelques-uns qui gardent le silence et préfèrent se remplir les poches de Bitcoin pendant que tout le monde panique. Évidemment, il y en a aussi d'autres qui rejettent le Bitcoin ouvertement. Par exemple, c'est le cas de 5 États américains dans lesquels les propositions de création de réserves stratégiques en Bitcoin ont été rejetées récemment. Mais il faut le dire, il y en a encore plein qui ne se sont pas prononcés. On le voit sur cette carte, c'est un total de 21 États colorés en bleu ou orange dont on attend encore la décision. Et pendant que ces États débattent, il y a des gens qui réfléchissent à la question et tentent de déterminer si c'est vraiment quelque chose de positif. Précédemment, Arthur Hayes avait publié un message à ce sujet, mais il n'est pas le seul. Par exemple, Samson Mow, qui est connu pour sa carrière dans le jeu vidéo puis chez BTCC et Blockstream, s'est exprimé récemment dans une interview. D'après lui, ce type d'usage est inévitable à partir du moment où le prix monte suffisamment. Et de toute façon, ça ne permet pas aux États de contrôler la crypto pour autant. C'est un point de vue qui se défend, mais les actualités ne font pas toutes penser qu'une omniprésence potentielle des États serait positive. En effet, d'après plusieurs personnes interrogées par Coindesk, la maréchaussée américaine a une gestion absolument calamiteuse des cryptoactifs saisis dans le cadre de ses activités. L'USMS, qui doit gérer tout ce qui est saisi lors des procédures judiciaires, n'a pas l'air de savoir exactement quel montant de quels actifs se trouve entre ses mains. D'après les différentes sources, le suivi est réalisé manuellement avec un tableur Excel et ils ont des pratiques de sécurité informatique pour ainsi dire inexistantes. Le pire, c'est que ça fait depuis 2022 que le ministère de la Justice américain leur demande de trouver un sous-traitant pour la gestion des cryptos, mais ils refusent et persistent dans leurs conneries. Et si les réserves stratégiques en Bitcoin des différents États finissent gérées de la même manière, ça risque de mal se finir pour les habitants qui pourraient voir s'envoler des milliards de leur fortune collective parce qu'un fonctionnaire incompétent a voulu télécharger de la RAM. Au moins, du côté des législateurs américains, les choses semblent avancer dans le bon sens, avec plusieurs nouveaux projets de loi portant sur la crypto comme le Genius Act qui doit établir un cadre réglementaire pour l'émission des monnaies stables, ou le Meme Act qui vise à interdire la création de meme coins par des politiciens pouvant utiliser ces jetons comme outil de corruption. Et pendant ce temps-là, en Europe, tout ce qu'on a de nouveau, c'est une déclaration d'un conseiller de la Banque Centrale Européenne qui estime qu'il n'y a pas de besoin économique réel pour le Bitcoin au sein des réserves de banque centrale. D'après lui, le Bitcoin ne sert à rien, de toute façon c'est une monnaie de criminels qui est manipulée à outrance. Bref, rien de nouveau sous le soleil du vieux continent. Dans la galaxie crypto, par contre, les choses changent et de plus en plus de liens sont tissés entre les différentes blockchains et les réseaux financiers traditionnels. Chez MetaMask par exemple, non seulement Bitcoin et Solana seront bientôt disponibles, mais en plus une carte bancaire permettant de payer en crypto sera également lancée en partenariat avec Mastercard. Cette annonce reste toutefois une annonce pour l'instant, contrairement à la carte bancaire Avalanche qui vient d'être lancée cette semaine. Globalement donc des bonnes nouvelles, même si malheureusement pour nous, les lois françaises ne nous permettront toujours pas d'utiliser ces cartes sans créer un énorme casse-tête déclaratif l'année d'après. Par ailleurs, pour ceux qui préfèrent les virements, il y a désormais la possibilité sur le portefeuille Uniswap d'échanger des actifs crypto contre des monnaies fiduciaires qui seront virées sur votre compte bancaire, grâce à 3 partenariats différents avec des services d'échange crypto-fiat.
En l'occurrence, c'est Robinhood, MoonPay et Transac. Mais attention, quel que soit le partenaire choisi, il faudra faire un KYC et peut-être créer un compte. Il y a bel et bien des étapes supplémentaires, contrairement à ce que dit Uniswap dans son annonce. C'est juste que les étapes supplémentaires prennent place chez le partenaire et pas sur Uniswap. En tout cas, ce n'est pas la seule bonne chose arrivée à Uniswap cette semaine. Il se trouve que la SEC a également abandonné son enquête les concernant. Car sous la direction de Mark Uyeda, la SEC est en train de revenir sur toutes ses décisions passées. Toutes les procédures injustifiées sont annulées les unes après les autres. En plus d'Uniswap, ce sont aussi les procès et enquêtes contre Robinhood, Gemini, OpenSea et ConsenSys qui ont été arrêtés. Ce changement de cap radical a aussi eu pour résultat une déclaration plutôt surprenante qui est que d'après la SEC de 2025, les meme coins sont des objets de collection et ce ne sont donc pas des titres financiers. Une classification qui peut paraître absurde au premier abord mais qui est finalement plutôt logique. Même si les meme coins n'ont pas la valeur historique qu'un objet de collection comme une pièce de monnaie d'il y a 3000 ans pourrait avoir, on peut les comparer à tout un tas de choses étranges que les gens collectionnent et pour lesquelles il y a un marché, comme les fameux Beanie Babies des années 90. En tout cas, c'est une sacrée avancée pour la SEC qui prétendait autrefois que toutes les cryptos sauf le Bitcoin étaient des titres financiers. Enfin, de plus en plus de révélations vis-à-vis des pratiques passées de la SEC et de l'administration Biden font surface et plus on a d'informations, plus c'est scandaleux. Lors de la conférence ETH Denver cette semaine, un intervenant a par exemple révélé que le gouvernement avait rendu visite à des créateurs de protocoles DeFi pour à la fois leur interdire de travailler dans la crypto et leur interdire de parler de cette interdiction sous peine d'aller en prison. Et ce, malgré le fait qu'aucune loi n'ait été enfreinte et que le ministère de la Justice qui aurait dû gérer ça n'a jamais été impliqué dans l'affaire. En d'autres mots, des pratiques dignes d'une république bananière. Heureusement, a priori cette époque est révolue et le futur de la crypto s'annonce radieux, au moins en ce qui concerne les États-Unis. Et maintenant que nous en avons fini avec les actus de la semaine, je vais devoir vous quitter. Mais avant, je tiens à vous rappeler que nous mettons aussi à votre disposition un canal Telegram d'information en temps réel qui vous permettra, si vous le préférez, d'être mis au courant des actus sans attendre. Le lien se trouve comme d'habitude dans la description de la vidéo. Mais peu importe ce que vous préférez, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine et j'espère qu'on se reverra très prochainement sur la chaîne YouTube du Journal du Coin. A bientôt.